On va donc parler maintenant de phraséologie avec Jérôme Cross, qui nous vient donc de Limoges. Et la phraséologie, globalement, c'est comment dire, une discipline, si je puis dire, qui en fait va standardiser la manière de communiquer afin de faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs médicales possible et que tout le monde comprenne de quoi on parle. C'est aussi une procédure qui est dérivée de l'aéronautique. Et Jérôme va donc nous parler de ça et on est très content qu'il fasse l'exercice avec nous et qu'il nous fasse bénéficier de son expérience qui est donc tirée d'un livre qu'il a écrit. Merci beaucoup. Bonjour, alors merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Ça me permet de faire un peu de publicité pour le livre que vous voyez ici. Alors j'étais un petit peu déçu par le nombre de questions que vous avez posées aux précédents orateurs. Alors vous allez écouter bien attentivement mon topo parce qu'à la fin, la meilleure question se verra offrir ce livre. Donc, s'il y a plusieurs questions, il faudra que ce soit la question la plus pertinente. S'il n'y a qu'une question, il gagne le livre à la fin. Voilà. Je le pose là, pensez-y. Je vais commencer par une petite anecdote qui n'a rien à voir avec le soin et qui est une histoire qui fait froid dans le dos, qui est assez effrayante, que certains connaissent peut-être déjà. C'est l'histoire d'une jeune Hollandaise de 17 ans qui s'appelle Vera Moll. Vera Moll, en 2015, elle veut faire du saut à l'élastique. Et donc, elle est en Espagne. Donc, le formateur, on va dire, le responsable de l'attraction saut à l'élastique, lui dit dans un anglais avec un accent espagnol qui n'est pas terrible, il lui dit « no jump ». Et elle comprend « now jump ». Donc, de ne pas sauter, elle comprend « à saute maintenant ». Donc, Vera Moll saute dans le vide, l'élastique n'est pas attaché. Donc, Vera Moll décède. Pas drôle. Pour finalement une incompréhension qui porte sur une petite voyelle. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous intégrez un métier à haut risque. Alors un peu à risque pour vous, on vient d'en parler, mais ce n'est pas le sujet qui m'intéresse, c'est plutôt à risque pour vos patients. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup quand on commence la spécialité l'énormité du problème, la taille du problème. Alors vous avez entendu déjà parler de certains chiffres, je vais en citer d'autres. L'Organisation mondiale de la santé a des chiffres assez précis sur le nombre d'interventions qu'il y a par année dans le monde. C'est 250 millions. C'est quand même assez conséquent. Parmi ces 250 millions de patients opérés, on estime que 0,5 à 5% vont décéder en périopératoire. Alors si on prend la fourchette basse et qu'on dit 1%, ça fait 2 500 000 décès par an en périopératoire dans le monde, dont une grande partie est évitable. Alors c'est quoi un décès évitable? C'est une erreur d'identité, une erreur de côté. Ça, c'est les erreurs un peu évidentes, les erreurs qui peuvent paraître absurdes, comme on en a déjà parlé. Un médicament qu'on donne alors que le patient était allergique, une erreur grossière de dose. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus subtil et plus difficile à mesurer. C'est pour ça que les statistiques sont difficiles à obtenir, comme un soin non optimisé. Par exemple, un patient qui arrive aux urgences avec un choc septique sur péritonite, s'il a les antibiotiques au bout de 55 minutes au lieu de un quart d'heure, est-ce que c'est une erreur médicale ou c'est juste une prise en charge non optimisée? C'est difficile de faire un chiffre, mais si ce patient décède, on peut considérer que les soins auraient pu être optimisés. Et donc, tout ça, ça nous amène sur un problème qui est fondamental, c'est le problème du facteur humain dans le soin, qui fait que nous faisons beaucoup d'erreurs, comme vous l'avez dit, parce que toute activité humaine s'accompagne, et c'est une constante de l'action humaine, s'accompagne d'erreurs. Et le problème, c'est que cette erreur, dans notre métier, elle tue, ce qui est assez inadmissible. Alors, quand on regarde la bibliographie, et je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé à ce livre, quelles sont, on va dire, les deux trajectoires de réflexion qui m'ont poussé à proposer ce livre de mieux communiquer entre soignants. D'abord, quand on regarde dans la littérature des erreurs médicales, on retrouve très fréquemment comme cause source d'erreurs médicales, une des causes sources, la communication, et on va dire la mauvaise communication entre soignants. Très bien, j'ai donc cherché, logiquement, qu'est-ce que c'est bien communiquer entre patients? Entre soignants, excusez-moi. Bien communiquer entre soignants. Et en fait, on trouve très peu de choses. On trouve
notamment une méthode structurée de communication qui s'appelle le SBAR, que l'HAS a traduit par le SAED, qui vous sera expliqué par un autre orateur dans lequel je ne vais pas rentrer en détail, et qui a montré qu'elle améliorait, on va dire, le pronostic des patients, en tout cas qu'elle optimisait le soin, mais ça ne va pas plus loin. Donc je me suis dit, si personne n'explique c'est quoi bien communiquer entre patients, entre soignants, on va y arriver. Si personne n'a expliqué c'est quoi bien communiquer entre soignants, eh bien on va se lancer, on va essayer de trouver comment on pourrait définir des règles de comment mieux communiquer entre soignants. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe dans d'autres domaines et d'autres domaines où l'erreur tue? Et bien sûr, on en a déjà parlé aujourd'hui, un autre domaine où l'erreur tue, c'est l'aviation. Et alors, quand on regarde l'histoire de la sécurité de ces deux mondes, il y a des parallèles assez frappants, et notamment, il y a des emprunts d'outils. Le monde de la santé a emprunté des outils au monde de l'aéronautique. Début des années 30, le prototype du B-17 s'écrase au décollage, alors que l'avion marche bien. C'est une erreur de pilotage assez grossière. Ils oublient en gros d'enlever le frein à main, le blocage des commandes de gouverne. S'ensuit une réflexion assez intense pour éviter de reproduire ce genre d'erreur. Ils aboutissent à la checklist. On est au début des années 40. Nous, on attend les années 2000 pour mettre en place la checklist. Et vous avez certainement déjà rencontré la checklist de bloc opératoire. Premier transfert d'outils, la checklist. Deuxième transfert d'outils, le repos. Parce que quand on est fatigué, eh bien, on fait plus d'erreurs. Et on vient de le dire, quand on fait des erreurs, ça tue nos malades. Donc ça, c'est dans les années 70 qu'on commence à s'interroger dans l'aviation. Et nous, il faut attendre les années 80 pour avoir le premier gros scandale aux États-Unis sur le décès de Libby Zion, qui est une jeune femme prise en charge par des médecins épuisés et qui va décéder. Et son père est journaliste et va médiatiser le décès de sa fille. Il va naître une loi aux États-Unis qui régule le temps de travail des internes. En France, le décret sur le repos de sécurité, c'est 2002. Donc vous voyez que par rapport aux années 70 de l'aviation, on a toujours un petit peu de retard, mais on a transféré l'outil. Deuxième outil, donc, la régulation du temps de travail. Troisième outil, la boîte noire. Tout le monde sait qu'il y a des boîtes noires dans un avion, et vous savez à quoi ça sert, à enregistrer les voix dans le cockpit, à enregistrer les données du vol. Eh bien, au Canada, le docteur Grant-Charoff a décidé de mettre une boîte noire dans son bloc opératoire. Ça enregistre la vidéo, ça enregistre le son, ça enregistre les paramètres patients. Pour l'instant, ça ne sert pas à l'analyse d'accident, mais ça sert à faire du débriefing d'équipe, à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et donc, l'outil est prêt, et on peut imaginer, dans un futur plus ou moins lointain, que cet outil pourrait être dans tous les blocs opératoires. Troisième transfert d'outils, la boîte noire. Quatrième transfert d'outils, la simulation. Fin des années 20, les formateurs pour l'aviation mettent en place ce qu'ils appellent le Link Trainer. Le Link Trainer, c'est une grosse boîte dans laquelle vous rentrez, vous n'avez aucun contact avec l'extérieur et vous avez des instruments. Et donc, ça reproduit les conditions de vol, de nuit ou dans le brouillard. Et donc, ils vont apprendre dans le Link Trainer à voler aux instruments. On imagine aisément qu'il vaut mieux aller faire les erreurs et apprendre de ces erreurs dans le Link Trainer que en vol. Eh bien, nous, il faudra encore attendre, toujours par rapport à l'aviation, les années 60 pour avoir le premier prototype qui s'appelle le SIM-1, mais qui sera très peu utilisé, et puis le début des années 80 pour avoir la simulation en santé qui se développe. Et aujourd'hui, vous serez tous ici, dans cette salle, formés en simulation, puisque c'est devenu une obligation éthique, et que le nombre de centres de simulation a beaucoup augmenté en France, dans le monde et en France. Alors, il y en a plein d'autres. Le retour d'expérience en est un. Il y a aussi la gestion de crise. Il y a quelques outils comme ça. Il y en aura certainement beaucoup d'autres. Et j'en ai trouvé un, justement, qui n'avait pas été encore transféré dans le soin. C'est ce qu'ils appellent la phraséologie. Et donc, je suis allé chercher dans les livres de communication, les manuels de communication de l'aéronautique, est-ce qu'on peut s'inspirer, qu'est-ce qu'on peut trouver comme outil, qu'est-ce qu'on pourrait transférer vers le soin. Et donc, je vais essayer de vous proposer quelques règles dont on peut s'inspirer. Alors, ces règles, elles ne viennent pas que de l'aviation, elles viennent aussi de nos expériences dans le soin, parce vous allez beaucoup échanger avec vos collègues, et si vous avez la chance d'échanger avec des collègues qui vous racontent des accidents, c'est très formateur, ça apprend beaucoup, on apprend de l'erreur aussi des autres, de nos propres erreurs, et aussi beaucoup du laboratoire de simulation dans lequel j'ai travaillé pendant 7 ans,
Nous avons fait passer à peu près 3000 personnes, donc c'est quand même une grosse activité. Et en fait, le principe de la simulation, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de réaliser un soin simulé qui va avoir une durée assez standardisée de 10 à 30 minutes. Et surtout derrière, après la séance, de discuter. On n'a pas de patient réel, donc ça diminue un peu le stress, ça diminue l'enjeu, on va pousser les gens à l'erreur, on essaie d'avoir une attitude bienveillante, justement, ce dont on parlait avec l'orateur précédent. On va avoir une attitude bienveillante de discussion, comment on aurait pu mieux faire. Et de ces centaines de débriefings, on a pu tirer quelques règles dont je vais vous parler aujourd'hui, et que vous retrouverez dans le livre que je vous propose de vendre, d'acheter. Bon, je le vends, vous l'achetez. À la fin, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas pour tout le monde. Et aussi, comme source d'inspiration de ces règles, il y a aussi les règles de communication, qui sont des règles de communication qu'on trouve dans les livres de psychologie ou dans des choses, on va dire, dans des publications qui ne sont pas du monde de la santé. Alors, maintenant, dans le vif du sujet, ces règles, elles se divisent en 4 parties. D'abord, c'est comment on émet un message. Comment on émet un message clair. Ensuite, c'est l'attitude qui accompagne ce message. Ensuite, c'est les principes d'échange. Un message, c'est jamais seul. Et enfin, c'est comment on gère les pièges et les situations difficiles, un peu récurrentes, que l'on trouve dans notre pratique. Alors, le message, je ne vais pas vous citer toutes les règles, d'abord parce que faut acheter le livre, et parce que je n'ai pas le temps tout simplement. On va en citer quelques-unes. Je suis au bloc opératoire. Je suis face à un choc anaphylactique. Mon patient est hypotendu, hypoxique, il est tout rouge, ça va mal. Et je dis à l'infirmière ou à l'infirmier anesthésiste qui est avec moi, fais 0,1 mg d'adrénaline. La tension ne remonte pas, mon patient ne resature pas, et je me demande, mais que se passe-t-il? Qu'as-tu fait? Et là, il me dit, j'ai fait 0,1 mg d'adrénaline, là, dans la seringue. Ah non, moi je veux les faire dans le malade. Donc, injecte. Et c'est pas tout à fait pareil. Et l'inverse peut être vrai. Fais-moi une seringue de diprivant, fais-moi 200 mg de diprivant. Et là, on fait, mais pourquoi il ne respire plus mon malade? Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un Bavus et tout. J'ai fait 200 mg de... Ah non, moi je voulais que tu me les prépares au cas où on en ait besoin, parce que là, on n'est pas du tout prêt à l'endormir. Donc finalement, le verbe faire, c'est un verbe qui n'a pas de sens, ou qui en a trop. Et donc, on va éviter ce verbe dans les moments critiques du soin. Et donc, une des règles que je propose, c'est d'utiliser un verbe précis pour une action précise. Par exemple, prépare un médicament, prépare 200 mg de propofol, ou injecte 0,1 mg d'adrénaline. Ensuite, il y a des règles qui peuvent être plus subtiles, comme par exemple, éviter un sous-entendu. Alors j'ai le souvenir, alors ça c'est des exemples qu'il n'y a pas dans le livre, parce que je raconte toujours les mêmes exemples qui sont dans le livre, et je vais essayer aujourd'hui que vous ayez un peu l'exclusivité de certains exemples. Je suis de garde à la maternité, hôpital mère-enfant, et donc on a beaucoup de travail en pédiatrie, on finit un peu la pédiatrie, il y a une césarienne urgente. Et je dis, il faut y aller tout de suite, je l'endors, et elle me dit, non, c'est bon, t'as le temps. J'ai le temps. Très bien. Et donc, avec l'interne, on va manger. Mais vous rigolez, mais je caricature à peine, mais c'est très proche de la réalité, cette histoire. Et au bout d'un moment, ils n'ont pas trop osé me rappeler, tout ça et tout. Et en fait, on débarque un peu, on vient un peu nous chercher, on arrive en salle de césarienne, tout le monde est prêt, les champs sont faits, tout le monde est comme ça et tout, genre, mais vous faisiez quoi? Et en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... Tu as le temps de faire une rachianesthésie. Parce qu'en fait, dans la césarienne, soit c'est extrêmement urgent, il faut faire une anesthésie générale, mais quand on a 10 minutes devant nous, on préfère faire une rachianesthésie. Et donc, ce tu as le temps, il est un peu vague. Et donc, il y a un sous-entendu. Et donc, on va, et ça c'est une des règles, éviter les sous-entendus dans le soin. Et donc, j'aurais dû demander, mais j'ai le temps de quoi? J'ai combien de temps? Et donc, ça c'est une autre règle, être spécifique sur les délais.
Tout ce qui peut se chiffrer doit se chiffrer. C'est comme en aviation, il ne va pas vous dire « oui, vous pouvez changer d'altitude ». Mais ça vous choque. Et pourtant, nous, on en est à peu près à ce niveau-là dans le soin. Donc ça, c'est le message. On peut aussi citer comme règle, par exemple, d'éviter la métonymie. Alors la métonymie, je ne sais pas si vous savez, c'est le fait d'appeler un concept A par un concept B qui lui est lié. Par exemple, on ne boit pas un verre. On boit la bière, hein, j'en vois beaucoup là parmi vous, qu'il y a dans le verre. Donc ça, c'est un concept A par un concept B. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le soin. Par exemple, amène le patient amène la 205 à la radio. La 205, c'est pas un patient, c'est une chambre. Pourtant, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup. Quand on fait la visite, le patient de la 206, il va mieux, le mat de la 108, il s'est mis à repisser, machin, tout ça. Et ça, c'est source d'erreurs énormes. Donc, ça, c'est à éviter. Il faut appeler les patients par leur nom. Voilà. Ça c'est l'exemple. On va dire ça, c'est le premier grand concept, c'est émettre un message précis. Et ça, il y a des règles. Et on peut aller voir dans l'aviation comment ils font. Et je vous invite à essayer de réfléchir avant d'émettre un message, à émettre un bon message. Et par exemple, on peut aussi utiliser des méthodes structurées comme le SBAR, etc. Alors maintenant, on va parler de l'attitude. Ça, c'était le message, l'attitude. L'attitude qui va avec le message. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les mots qui communiquent. Tout en nous communique. Exemple, pareil, c'est un exemple exclusif, inédit. Donc je suis, on va dire, toujours en salle de césarienne, et je suis avec un jeune interne, j'en vois au premier rang, qui sont venus de Limoges. Et du coup, je lui dis, vas-y, repère ton espace, tu piques ta rachis, est-ce que tu as un retour? Si maintenant je lui dis, ah vas-y, repère ton espace, pique. Bon, j'ai dit exactement les mêmes mots. Pourtant, est-ce que je communique la même chose? Non, pas du tout. Le premier veut dire, tu as le temps, tu es en cours d'apprentissage, c'est normal que tu prennes ton temps, je suis là pour t'aider s'il y a besoin. Ça veut dire beaucoup de choses. Et on peut l'interpréter de beaucoup de manières différentes, selon notre état émotionnel, selon les ententes interpersonnelles au sein de l'équipe. Et le deuxième façon de parler, où je dis les mêmes mots, ça veut dire dépêche-toi, un peu comme on disait tout à l'heure, et quand on citait Full Metal Jacket, ça veut dire gros naze, vas-y, pique ta rachis. Donc ça, c'est important, et ça, on n'est pas du tout formé à lire cette attitude. Donc dans l'attitude, c'est tout ce qui est soit le paraverbal, c'est-à-dire tout ce qui entoure la phrase, le ton de la phrase, le rythme des mots. Par exemple, si je viens présenter un malade et que je parle très très vite, j'ai reçu une patiente au déchocage qui a 12 de tension, ça veut dire que je suis stressé, je vais pas bien. Si je dis la même chose, j'ai reçu une patiente au déchocage, elle a 8 de tension, bon, j'ai juste changé le rythme des mots, et pourtant je communique quelque chose de différent. Donc ça, c'est du paraverbal, et après il y a le paralinguistique, il y a tout ce qui est le geste. Et on peut communiquer sans geste. Par exemple, on est au bloc opératoire et ça va pas très bien. Et on va dire qu'on est une grosse équipe, il y a l'IAD, il y a l'interne, il y a le médecin, tout le monde attend un peu que, on va dire, c'est un état de choc hémorragique. Et supposons que je sois comme ça. Ça veut dire clairement, je réfléchis, j'essaie de comprendre ce qui se passe, ne me dérangez pas. Si au contraire, je suis au bloc opératoire, je suis comme ça veut dire, je suis prêt à recevoir une idée. Donc, je n'ai pas parlé, et pourtant je communique. Je suis au bloc opératoire, on va dire qu'on est sur une suture délicate, le chirurgien est très tendu, ça ne se passe pas comme il veut, il y a un bon silence qui règne pour permettre au chirurgien de se concentrer, et mon collègue arrive et il dit « Ah, salut Jérôme, comment ça va? À quelle heure tu veux venir manger ?» Je n'ai pas parlé, et pourtant j'ai communiqué de manière efficace. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on doit apprendre à le lire, hein, cette attitude, et apprendre aussi à en émettre une qui soit, on va dire, en concordance avec une culture de sécurité, et donc avoir une attitude qui soit bienveillante avec les autres, qui soit ouverte à la communication, et qu'on puisse, on va dire, échanger, et qu'on ne soit pas dans une attitude qui puisse freiner les échanges. Alors j'ai un autre exemple pour une autre règle dans l'attitude qui va être, ou ça c'est plutôt un exemple sur l'échange, j'y reviendrai plus tard, c'est une histoire de voie veineuse centrale en pédiatrie. Donc l'échange, parlons-en de l'échange. On va dire que nous sommes au déchocage, sur un choc septique, et je propose, je dis il faut faire 2 grammes de rocéfine. On continue, et je me rends compte au bout d'un quart d'heure que personne n'a fait la rocéfine. Pourquoi?
parce que nous n'avons pas fermé la boucle de la communication. Et ça, c'est une règle fondamentale dans l'aviation. Et dans les manuels d'aéronautique, on trouve très bien cette notion de fermer la boucle de la communication et on trouve des méthodes. Par exemple, en aviation, sauf des cas exceptionnels, on ne dit pas oui, ok, on a des règles précises. Par exemple, si je reçois une information pour laquelle ce n'est juste une information, je n'ai rien à faire, je ne dis pas oui, je dis Roger, ça veut dire j'ai reçu l'information. Si on me donne une consigne, je dois répondre Wilco, qui veut dire I will comply, ça veut dire je vais faire. Comme ça, si le contrôleur aérien me donne une consigne précise où j'ai une action à réaliser et que je réponds Roger, il va répéter pour être sûr que je vais accomplir quelque chose. Ça, c'est une façon de fermer la boucle de la communication. Une des façons connues aussi, c'est le fait de répéter. C'est ce qu'on appelle le collationnement. Atterrissez sur la piste 12, ok j'atterris sur la piste 12, d'accord c'est la piste 12, donc on répète un peu en boucle. Alors ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans le soin, notamment pour les trucs critiques. Par exemple, fais 1 mg d'adrénaline, ok j'ai fait 1 mg d'adrénaline. Après c'est quelque chose qui va être difficile à faire tout le temps. C'est bon, je l'ai intubé, ok tu l'as intubé, t'as fixé la sonde, oui j'ai fixé la sonde fixée, t'as fermé les yeux fermés, les yeux, voilà, c'est ingérable, c'est ingérable. Donc il faut choisir, mais ça il n'y a aucune réflexion pour l'instant qui a été faite, il faut choisir quels éléments on collationne, ou donc on répète, et quels éléments on ne répète pas. En aviation, ils ont tranché. Le numéro de piste, les autorisations de décollage, ça se collationne. Ils ne collationnent pas tout non plus, parce que sinon, dans le cockpit, ce serait invisible. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir réfléchir et mettre en place. C'est une des façons, on va dire, d'échanger de manière efficace. On va venir aux pièges et situations difficiles. Alors, attendez. Non, dans l'échange, voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. On est toujours dans l'échange, dans la troisième partie. Savoir attirer l'attention quand c'est important. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'au bloc opératoire, parfois, on peut être dans un tunnel, un peu l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'on est dans une tâche où on est tellement concentré qu'on va rester bloqué et que si les autres nous parlent, on ne l'entend pas. Et ça, quand on en parle en simulation, on leur demande après, et est-ce que tu as vu qu'on te proposait de l'aide ou on te proposait du matériel? Ah non, j'ai rien entendu, moi j'étais à la tête, j'arrivais pas et j'ai rien vu. Et donc pour ça, il y a des méthodes pour en sortir. Moi, j'ai un cas clinique où je suis à la tête en train d'essayer de poser un cathéter central chez un bébé qui va pas bien, qui fait moins de 3 kilos. Et en fait, j'y arrive pas très bien, ça dure un peu. Et c'est un bébé qui pourtant avait une voie veineuse périphérique sur laquelle on pouvait faire quelque chose. Et en fait, je suis très concentré sur mon échographie. Et en fait, l'infirmière anesthésiste me dit Jérôme, le bébé est hypotendu. Jérôme, la tension baisse. Jérôme, ça va pas. Et en fait, je réagis pas. Et en fait, il a fallu qu'elle ait un contact approprié et qu'elle change de ton. C'est-à-dire qu'elle m'a touché l'épaule derrière en disant Jérôme, le bébé est hypotendu, il faut faire quelque chose. Pour que je me dise, ça me sorte de mon tunnel. Et là, je prends un pas de recul et je me dis, bon, oui, la priorité, c'est la tension avant la voie, surtout qu'on a déjà une voie veineuse périphérique. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est très bien passé, parce que c'est une infirmière avec qui je travaille bien, avec qui on s'entend bien. Mais parfois, ça aurait pu être une autre infirmière qui aurait pu ne pas me sortir de mon tunnel. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Et donc voilà, une des solutions, c'est changer le ton de la voix. Une des solutions, c'est avoir un contact, ça peut aller jusqu'à un contact physique approprié, juste toucher l'épaule, genre je te parle. C'est utiliser le prénom des gens. Et tout ça, ça prend ça. Alors, les pièges et situations difficiles. Donc, on est dans la quatrième partie. On a remarqué qu'il y a des situations récurrentes d'échec de communication ou d'échec de l'interaction. Ces situations récurrentes, c'est par exemple le fait d'avouer ses ignorances. Nous, on nous a appris à nous taire, un peu. Et quand on a un doute, on va avoir tendance à le taire. Surtout si c'est un doute. Si c'est une certitude, c'est plus facile. Mais en médecine, on a très rarement des certitudes, surtout quand on est débutant avec des gens expérimentés. Et donc, dans cette ignorance, il y a un problème culturel. Est-ce facile d'avouer son ignorance? Par exemple, je dis à l'interne, est-ce que c'est bon, tu as vérifié l'intubation? En pédiatrie, c'est encore du vécu. Il va me dire, oui, c'est bon, j'ai vérifié l'intubation. Déjà, c'est pas très clair, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, moi, je considère qu'il a ausculté les deux côtés et qu'il est sûr que le patient n'est pas ventilé en sélectif.
Mais lui, il n'a pas ausculté le patient. Mais c'est difficile d'admettre ça quand on est jeune interne et de dire à son chef « Ah non, j'ai pas ausculté ». Pourquoi? Parce que culturellement, on a tendance à prendre un tir. Si tu es à la tête, que tu fais ton tuyau et que on te dit c'est bon la sonde, on te dit oui parce que bon il y a de la capno, il y a de la buée, ça se soulève, il ne désature pas, tu considères que c'est bon. C'est difficile de dire j'ai pas mis un coup de stéto. Comme ça m'est arrivé d'être en réa, on est appelé dans les étages, j'ai dit le patient il n'est pas marbré. Non, il n'est pas marbré. En fait, les gens, ils n'en savent rien, mais ils n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Ils ont dit, c'est hyper difficile de dire, j'ai pas regardé, j'ai pas examiné le malade. C'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va combler, de façon d'ailleurs consciente ou parfois inconsciente, on va combler le vide, et ça c'est un biais cognitif, par l'information qui nous paraît la plus probable. Et donc, quand on met un coup de stéto dans le premier cas, on se rend compte que le malade il est intubé à droite, parce que l'interne n'a pas avoué ses ignorances. C'est souvent des internes que je prends comme exemple. Dans le deuxième cas, on arrive dans la chambre, on soulève les draps et le malade il est marbré jusque-là. Forcément, il n'est pas marbré tant qu'il est sous les draps. Donc ça, c'est important de ne pas remplacer une information qu'on n'a pas par l'information qui nous paraît la plus probable. Une ignorance, c'est une ignorance, il faut l'avouer, et même, et là c'est un problème culturel, il faut la valoriser. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « je ne sais pas », ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît la limite de ses connaissances, qui connaît la limite de ce qu'il sait, et donc tout ce qu'il va dire avant, c'est qu'il le sait vraiment. Donc ça, c'est quelque chose d'assez... Alors après, il y a quelque chose de difficile. Et encore, je vais vous sortir un exemple. Il me reste 3 minutes, c'est ça? Et c'est là où je vais sortir un exemple dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, j'en parle pas dans le livre. C'est un exemple, comment on fait pour exprimer un désaccord? Ça, c'est compliqué. Et dans l'aviation, ils l'ont très bien compris, il y a des authentiques accidents d'avion que je n'ai pas le temps de vous raconter, où il y a pilote-copilote, et parfois mécanicien navigant, et où le pilote est dans l'erreur, où le copilote a profondément conscience que l'avion est dans l'erreur et que le pilote est dans l'erreur, mais qui n'arrive pas à exprimer son désaccord, ou pour lequel le désaccord est balayé. Et ils appellent ça le gradient d'autorité. Un gradient d'autorité trop profond, c'est-à-dire un grand patron, PIPH, autoritaire, et des gens qui s'écrasent, c'est pas bon pour la sécurité, comme l'inverse n'est pas bon. Un gradient d'autorité place, il n'y a pas de chef et qu'on ne sait pas qui commande, ou qui est le patron, c'est pas bon non plus. Mais il faut un gradient équilibré. Alors moi j'ai le souvenir, dans un hôpital périphérique, c'est une césarienne, et à la fin de l'intervention, il manque une compresse. Et le chirurgien regarde dans le ventre et dit « Mais moi je suis sûr que j'ai pas mis de compresse, il n'y a pas de compresse dans le ventre, me faites pas chier, cherchez dans les champs, vous allez encore jeter à la poubelle, vous faites les poubelles manchou. » C'est véridique. Hein. Il ferme, il amène la patiente au réveil. Il y a quand même des doutes qui s'installent dans l'équipe. La patiente est réveillée, on fait quand même un petit coup d'ampli, qu'on aurait pu faire un peu avant. Bien sûr, il y avait une compresse dans le ventre. C'est des cas vécus. C'est dramatique. Et donc là, il faut réussir à exprimer un désaccord. Et pour exprimer un désaccord, on peut se servir de plusieurs méthodes, et comme par exemple les méthodes de communication non violente. La communication non violente, ça ne vient pas du soin, ça ne vient pas de l'aéronautique, ça vient de la psychologie, et c'est une manière de communiquer qui n'engage que soi. Et c'est constater quelque chose, c'est en 4 étapes, exprimer un ressenti, exprimer un besoin, et faire une demande. Et si on le fait dans l'ordre, et qu'on dit, par exemple, l'anesthésiste, il dit bien, je constate que le compte des compresses n'est pas bon, et je constate que tu as l'air pressé. Moi, ça me gêne que tu fermes la patiente alors qu'il manque les compresses. J'exprime donc mon ressenti. Moi, j'ai besoin qu'on soit sûr du compte des compresses avant de sortir de salle et que tu te détendes un petit peu, même si tu es pressé ou même si c'était compliqué. Et on fait une demande. On va refaire le compte, on va vider les poubelles. Si tu as besoin de prendre une pause, tu prends une pause, tu sors. Nous, on va recompter les compresses si tu penses qu'elle n'est pas dans le ventre. Et puis, on verra après. Ou on peut dire, on va faire un coup d'ampli. Avec un ton approprié et avec de la bienveillance. C'est quelque chose qu'on s'approprie. On ne va pas dire au chirurgien, mais t'es un gros connard de fermer alors qu'il manque une compresse et tout, parce que sinon, il est dans la même erreur que lui. Et ça revient à ce que disait l'orateur juste avant moi. Voilà un peu les idées. Donc, faire un bon message, le faire avec la bonne attitude, avoir un échange approprié entre les soignants et ensuite avoir des solutions pour les pièges et situations difficiles. Et donc, maintenant la question c'est comment on apprend. Alors, comment on apprend? Il y a la simulation, il y a une solution que je trouve absolument géniale, c'est Benjamin Terrazi qui a mis ça en place, c'est Comscape. C'est un escape game pour les équipes de bloc opératoire où il n'y a pas de patient. Donc on enlève l'objet patient, ça nous permet d'être plus détendu, et donc on va apprendre entre soignants à communiquer.
avec Frédéric Martin et d'autres médecins et des pilotes, on a monté avec François Jolin un groupe qui est un groupe d'intérêt dans le facteur humain où on va essayer de promouvoir ces idées dans le soin. Donc il y a plusieurs solutions. Et ces solutions, si on veut les mettre en œuvre, et cette solution-là, ça sous-entend de respecter certaines valeurs qui ne sont pas les valeurs auxquelles on a été formé. Ça, c'est Atul Gawande qui le dit bien, c'est celui qui a fondé la checklist. Atul Gawande, il dit on a été formé, ou historiquement, en tout cas, nos patrons ont été formés sur des valeurs d'indépendance, d'autonomie et d'autosuffisance. Si on accepte d'appliquer, que ce soit la checklist ou la phraséologie, ça veut dire qu'on est rentré dans une phase avec des nouvelles valeurs. Ces nouvelles valeurs, c'est l'humilité. Je peux me tromper, je vais me tromper. Donc, il faut être humble, il faut être discipliné. La phraséologie ou la checklist, c'est tout le temps, chaque fois que, en tout cas, la situation le nécessite. Et enfin, c'est du travail d'équipe parce que le soin est devenu éminemment complexe et c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire tout seul. Donc ça, c'est les 3 valeurs sur lesquelles repose toute l'idée du facteur humain. Voilà, donc j'en ai fini. Juste un petit conseil. Si vous devez retenir qu'une chose, et si vous ne voulez pas sauter dans le vide sans élastique, c'est d'utiliser les bons mots au bon moment. Voilà. Alors, j'attends vos questions. Merci Jérôme. Est-ce que quelqu'un a une question pour gagner ce livre qui a l'air très intéressant au demeurant? Pas de questions. Si, il y a des questions. Je t'envoie le cube. Faites circuler. Derrière toi, en bleu. Ouais. Voilà, merci. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une petite question sur la communication. Finalement, au bloc opératoire, en réanimation, on bosse beaucoup avec des collègues, mais aussi avec des amis, avec des gens avec qui on s'entend bien, Liad qu'on connaît depuis des années, etc. Est-ce qu'il y a des biais de communication ou des erreurs de communication qui sont liées au fait que finalement on connaisse les gens, qu'on n'a pas envie de les vexer, ou que c'est des amis parce qu'on a bouffé chez eux la veille, enfin, est-ce que ça peut être gênant, ou est-ce qu'il peut y avoir des choses auxquelles il faut faire attention finalement? Alors, je n'ai pas en tête de références ou de bibliographie qui répondent à cette question. Je vais peut-être répondre de façon un peu détournée. C'est que c'est certainement vrai que ça peut influencer. Et je pense que ça influence plutôt en positif quand on se connaît et qu'on s'aime bien. Je pense que le problème, et il y a beaucoup plus de biblios là-dessus, le problème il est plus sur les conflits. Une des réponses, c'est qu'il faut toujours recentrer la réflexion sur le patient. Et c'est quand on va être amené à communiquer, il ne faut jamais se demander est-ce que je vais vexer un tel, est-ce que machin, mais toujours se demander quelle est la meilleure communication pour le patient. Et s'il y a un conflit, se dire est-ce que ce conflit est en train de nuire au patient? S'il y a quelque chose que j'ai envie de dire et que je n'ose pas dire parce que c'est un copain, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour le patient? Vraiment, c'est toujours, si on ressente la question là-dessus, la réponse elle vient toute seule. Pas mal. Pour l'instant, il est en tête, mais s'il y a d'autres questions, ça peut peut-être être... Tu lui donnes le livre maintenant ou Ah non, s'il y a d'autres questions, ça peut être mieux. Il y a concours. Alors, deuxième question. Au fond, encore. Le philosophe? Tiens, fais passer, s'il te plaît. Un, deux. Ouais. C'est encore Mohamed de Marseille. Moi, j'ai un 6e outil à vous proposer qui vient aussi du monde de l'entreprise, parce qu'on aime bien s'en inspirer en NSREA. Vous l'avez un petit peu évoqué avec l'Escape Game, c'est le team building. C'est vraiment le truc là, du 21e siècle dans les entreprises pour assurer la cohésion dans les équipes. Pourquoi on ne ferait pas simplement ça, que ce soit instauré par nos chefs de service, bien que ça soit lourd à mettre en place, mais ça serait peut-être le meilleur moyen d'appliquer la phraséologie justement dans notre spécialité, sans rentrer toujours dans l'escape game et la simulation médicale. Donc ça serait une sorte de simulation ou de team building en dehors du monde médical avec des médecins et des paramédicaux. Alors c'est pas un sujet que je connais très bien, le team building, mais c'est un peu quelque chose à double tranchant. Parce que ça peut créer de l'exclusion. On est des équipes où ça tourne beaucoup, ça tourne énormément. Donc, vous faites un team building. Alors, vous faites, je sais pas, un apéro piscine, un barbecue, une chasse au trésor, ce que vous voulez. C'est un peu ça le team building, hein, c'est faire autre chose. Un escape game, mais qui ne soit pas imaginé pour. Ouais. Mais celui qui n'était pas là, parce qu'il était de garde, celui qui arrive dans l'équipe la semaine d'après, est-ce qu'il ne va pas se sentir exclu? Et est-ce que justement on ne rentre pas dans le biais de il faut qu'on soit tous potes pour communiquer? Non, les pilotes, ils ne connaissent pas, ce n'est pas leur copain, le contrôleur aérien.
le pilote, souvent, il ne connaît pas son copilote. Il n'y a pas besoin d'avoir bu 2 bières pour bien communiquer et pour communiquer de façon professionnelle. Donc, moi, je suis plutôt, ça peut paraître choquant, mais je suis plutôt contre. Voilà, on va se mouiller. Alors peut-être que j'ai tort, parce que je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qu'il faut professionnaliser et que justement sur lequel va falloir progresser pour acquérir une technicité de la communication. Et c'est un peu le but aussi de ce livre, c'est un peu d'essayer de proposer des solutions pour formaliser. Et c'est pas autour d'une bière et tout. On est déjà très corporatiste, il y a déjà les internats et tout, donc c'est pas une solution vers laquelle je me dirige. En tout cas, c'est pas dans le sens ça que j'ai écrit le livre. Mais c'est une bonne question. Mais peut-être qu'on peut faire mieux comme question. Encore. On a le temps pour une 3e question pour le concours. Allez, ça va venir de derrière. Faites passer. Elle arrive. Le cube arrive. Il faut l'attraper, pas l'éviter. C'est le principe du cube. Hein. Bonjour. Vous parliez du gradient d'autorité, qu'il fallait éviter ce gradient, de gradient d'autorité. Mais finalement, ce gradient, il est en place, surtout dans les CHU, qu'on le veuille ou non. Et comment est-ce qu'on fait pour communiquer quand ce gradient d'autorité est en place et quand on est en désaccord avec, par exemple, un senior et faire passer un message? C'est une bonne question, ça. La réponse, elle est dans le livre. Je vais citer un peu. En fait, il faut réussir... la communication non violente, c'est une des solutions. Il faut réussir à exprimer son message et à essayer un peu de se déconnecter, un peu à sortir un peu de l'état émotionnel dans lequel on peut être quand on subit ce qu'on ressent comme une agression. Comme par exemple le cas que racontait Frédéric sur l'histoire du PUPH qui dit tu me fais chier à tout répéter et tout. Une façon, c'est de répondre posément et de s'imposer, mais de s'imposer sans excès, en disant je pensais que c'était important pour moi de répéter les informations. Par contre, il faut essayer de garder un ton correct. Voilà. Moi, je me sens pas très bien. Enfin voilà, il faut parler. Il faut parler, il faut s'ouvrir et il faut être intelligent parce que c'est ça aussi. Hein. Après, les formations, ça peut aider. Il faut avoir un peu de finesse. Et encore une fois, il faut penser au patient. Si le gradient d'autorité, il arrive dans un moment où tu as envie de dire quelque chose au PU, mais tu sens que pour le patient, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Alors, c'est pas forcément un PU, hein, parfois ça peut être même une infirmière qui a une autorité complètement déplacée, qui dit fais ça, fais ça, fais ça. Si pour le patient, il y a danger, c'est une responsabilité. Vous avez la responsabilité de vous exprimer. Ça, c'est et donc il y a primum non nocere, mais il y a aussi primum non tacere. Premièrement, ne pas se taire. Merci Jérôme. Allez, j'aimais beaucoup ta question.